Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Omerta. Omerta, ce sont des reportages, des documentaires que vous pouvez retrouver sur le site internet www.omertamedia.fr et c'est surtout un magazine dont le prochain numéro que voici, que vous pouvez d'ores et déjà retrouver en précommande sur le site d'Omerta. Aujourd'hui, je reçois monsieur Éric Revel, journaliste et économiste. Bonjour. Bonjour. Je vous présente la couverture du prochain numéro. Qu'est-ce que ça vous évoque? Comment vous l'analysez? Qu'est-ce que ça dit aussi? Donc une photo Dark Vador de Donald Trump. Ouais. À sa droite, Zelensky. À sa gauche, Macron qui pleure. Je trouve que c'est un très bon résumé de ce qui va faire l'actualité dans les semaines qui viennent. L'élection aux États-Unis, le face-à-face Kamala Harris-Donald Trump, la guerre en Ukraine avec Zelensky, qui compte un peu moins d'alliés qu'il en avait au début, notamment l'Allemagne, qui regarde un peu tout ça un peu plus de loin, avec le chancelier Olaf Scholz. Puis Macron qui pleure, parce que c'est normal que Macron pleure, il a complètement foiré sa dissolution. Il se retrouve dans une situation politique impossible. Il a peut-être même fusillé la Ve République, le président de la République. Beaucoup le pensent, oui. C'est pas impossible. Donc qu'il est. Alors il n'a pas la larme à l'œil d'émotion comme au JO là. Il pleure sur votre une. Il pleure et il s'essuie l'œil avec un mouchoir. Bon, c'est un numéro que je vais lire. Trump avec ce qui a failli lui coûter la vie quand même. On voit sur l'affiche. Bien sûr. Ce petit pansement à l'oreille droite. Voilà. Et puis j'aime bien le sous-titre. L'Empire contre-attaque. Une contre-attaque donc en prévision. Est-ce que c'est un retour Alors, je pense que ça va être serré. Ça va être serré. Je regardais les derniers sondages. Vous savez, aux États-Unis, d'abord, c'est une élection indirecte. C'est les grands électeurs qui votent en fonction de leur camp démocrate ou républicain. Bon, il y a quelques petits partis, mais là, ça va jouer entre Kamala Harris, évidemment, et Trump. Il y a ce qu'on appelle les sweepstakes, les États qui font l'élection aux États-Unis. Rien n'est joué. Alors, je pense que les démocrates ont sorti Kamala Harris au dernier moment. Bon, Biden... Et sur ces sweepstakes, en fait, Donald Trump, il est pas distancé du tout. Il est même parfois plutôt en avance. Bon. Même si des sondages le donnent légèrement... Oui, au global. Mais ce que je veux dire, c'est que, vous savez, souvent, moi je le note, souvent, et on va parler beaucoup des médias, souvent la classe médiatique française s'est toujours trompée sur l'élection du président des États-Unis. Parce qu'en fait, la classe médiatique française vote en fonction de ses appétences politiques à elle. Mais l'Amérique, c'est pas que la côte Est et la côte Ouest. L'Amérique, c'est le pays profond. Donc en fait, ça va être une élection serrée, qui aura beaucoup d'implications sur le reste du monde, économiquement, géopolitiquement parlant. Voilà, donc tout est un peu en apesanteur en attendant le résultat des urnes aux États-Unis en novembre. D'ailleurs, quelles conséquences ça peut avoir pour la France et l'Europe, le fait que ce soit ou Kamala Harris ou Donald Trump qui soit élu en novembre? Par exemple, il y a eu des déclarations de Trump, même s'il les a un peu modulées, sur la présence de l'OTAN, par exemple. Donc ça peut avoir des conséquences. Si l'OTAN protégeait, entre guillemets, moins l'Europe militairement qu'elle ne le fait aujourd'hui, vu que l'Europe actuelle est un nain sur la scène diplomatique et un nain militaire, ça aurait un impact forcément. Alors déjà, les budgets militaires des uns et des autres, en Allemagne, en France, ont beaucoup augmenté, mais ça aurait forcément un impact sur la vision qu'on se fait de notre avenir en termes de sécurité en Europe. Surtout qu'on a une guerre en Ukraine. Donc tout ça a une implication. Ça aura aussi une implication économique forte. La Fed, la Banque centrale américaine, a enclenché un mouvement de baisse des taux d'intérêt. Évidemment, si l'économie américaine se stabilise, forcément, ça a un impact sur l'Europe. Ou si elle redémarre fort, ça a un impact sur l'Europe. Les décisions prises par le président des États-Unis auront un impact aussi vis-à-vis de la Chine, vis-à-vis de Taïwan. Donc tout ça, évidemment,
c'est très important. Donc l'élection américaine, au-delà du face-à-face entre une démocrate et un républicain, ça intéresse le monde entier. D'abord parce que c'est un spectacle. Hein, le débat du 10 septembre, c'est le Super Bowl de la politique américaine. C'est le grand show. Bon, voilà. Mais au-delà de ça, au-delà des invectives, du spectacle qu'était ce débat très intéressant, ça intéresse le restant du monde parce que, par définition, les États-Unis restent la première puissance militaire, économique de la planète. D'ailleurs, Donald Trump le précise souvent, avec lui, la guerre en Ukraine n'aurait pas duré. Est-ce qu'on peut penser qu'un retour de Donald Trump pourrait permettre justement un apaisement des tensions, sachant qu'il a aussi retiré les troupes américaines de plusieurs théâtres, notamment en Afghanistan. Est-ce qu'éventuellement on pourrait penser que d'un côté ou de l'autre, ce serait soit amplifier le conflit, au cas où des démocrates arriveraient au pouvoir pour peut-être soutenir de manière ultime l'Ukraine, ou peut-être un Donald Trump qui aurait tendance à s'adresser directement à Moscou et à Vladimir Poutine en personne? Écoutez, Donald Trump, il nous a habitués par le passé à des surprises hallucinantes. Vous vous souvenez quand il a été rencontré le dictateur nord-coréen, Kim Jong-un. voilà, ça c'était quand même du jamais vu. Bon. Alors après, il y a aussi une mise en scène de la politique par Donald Trump. Il faut, à mon avis, se méfier et des déclarations et de ce qu'on imagine qu'un candidat pourrait faire ou ne pas faire. Oui. Parce que, bon, Kamala Harris, quelle est sa position sur l'Ukraine? Vous savez, en réalité, la Chine n'a pas, même si elle soutient Moscou, mais n'a pas un intérêt politique, géopolitique et économique à ce que la guerre en Ukraine s'éternise au-delà des souffrances du peuple ukrainien. Hein. Parce qu'une partie de ces nouvelles routes de la soie, les routes de la soie, notamment passaient par l'Ukraine. Donc pour le développement du commerce chinois, ces guerres, ces conflits sont compliqués. Et puis vous prenez un autre sujet géopolitique majeur du moment, Taïwan. On se dit c'est peut-être le futur conflit important, régional, voire pire, qui pourrait arriver. Mais en réalité, bon, les États-Unis mettent toujours en avant la défense des droits de l'homme. Bon, la défense des droits de l'homme et le libéralisme économique. Bon. Mais la défense des droits de l'homme à Taïwan, en étant un peu cynique, je dirais, tant que les Américains n'auront pas des capacités de production suffisantes de semi-conducteurs aux États-Unis, ils continueront évidemment à faire attention à Taïwan, parce que Taïwan est le premier producteur de semi-conducteurs dans le monde. Bon. Donc, économiquement, les États-Unis, c'est toujours un pays qui prône le libéralisme. Bon. Mais ce qu'a mis Biden en place, qui est une aide de 300 milliards de dollars aux entreprises qui viennent à la fois bénéficier d'une énergie pas chère, le gaz de schiste, et de subventions pour s'installer aux États-Unis, c'est tout sauf du libéralisme. C'est tout sauf du libéralisme. Les Américains viennent d'apposer, par exemple, des taxes de 100% sur les voitures électriques chinoises. Alors, évidemment que c'est un problème pour l'industrie automobile américaine. Ça s'appelle du protectionnisme. Bon, où nous, on peine difficilement à imposer 35% en Europe de taxes. Voilà. Donc, voilà, je me méfie toujours, vous voyez, des présupposés, des calques qu'on impose historiquement, que l'on met sur des pays, des déclarations. Bon, maintenant, ce que je pense qui pèse quand même sur Donald Trump, c'est ce qui s'est passé lorsqu'il a été battu par Biden aux élections, et notamment ce qui se passait au Capitole. Oui, bien sûr. Ça, je pense que c'est un sujet pour lui très fort. Bon. Maintenant, ne vous trompez pas, un démocrate américain, c'est pas un LFI. Hein. C'est du centre-droit, les démocrates américains. Il y a beaucoup d'idéologie, mais c'est toujours plus américain, plus national. Voilà, vous avez raison, c'est d'abord américain. D'abord américain, et ça se retrouve à travers les États-Unis. Malgré tout, est-ce qu'on est en face quand même d'un duel entre idéologie et pragmatisme, en sachant que c'était déjà le cas en 2016, mais Donald Trump, ça reste quand même un entrepreneur, un financier, quelqu'un du terrain, comme on pourrait dire, et Kamala Harris, où on est plus sur un parcours un peu moins, on va dire, attaché au réel, beaucoup plus idéologique, avec... comme on l'a dit, comme on le dit souvent, le côté woke, avec une idéologie peut-être, pour le coup, moins américaine, moins nationale en tout cas. Voilà. Alors, si on est un peu caricatural, on pourrait se dire Kamala Harris représente les élites de la côte Est ou de la côte Ouest, voilà. Et puis Trump, il représente le pays profond.
Et une classe moyenne aussi qui est un peu plus... Trump, il représente aussi le rêve américain. Un type devenu milliardaire, même si, bon, on conteste un peu l'état réel de sa fortune, mais il représente ça, un type qui a commencé par être animateur de télévision et voilà, qui a fait fortune dans l'immobilier. Et Kamala Harris, elle représenterait plus les élites. Bon, une image dont elle essaie de se départir, d'ailleurs. Hein. Elle était procureure, bon. Sur la question du woke, c'est un vrai sujet. Hein. C'est un sujet très lourd, qui est en train d'emporter les universités américaines, qui devient un vrai sujet de débat qu'on importe d'ailleurs en France, hein, et qui rajoute aux fractures de notre pays. Mais si vous l'avez bien noté, Kamala Harris, elle a un petit peu rétro-pédalé sur le wokisme, justement. Parce qu'en fait, on assiste peut-être, et ce serait plutôt une bonne chose, à la fin du wokisme. Parce qu'aux États-Unis, vous avez des marques de bière comme Bud, comme Ford, comme Jack Daniels, à consommer avec modération, qui, eux, ont dit non, nous, ça y est, on arrête les histoires d'inclusion, de minorité, on arrête parce qu'en fait, nos clients ne suivent plus. Ne s'identifient plus, oui. Mais oui. Donc, en fait, si le business américain commence à prendre ses distances avec la vague woke, qui a fait quand même des dégâts considérables dans le milieu académique, eh bien, c'est pas impossible d'imaginer que la vague woke, qui a atteint son apogée il y a quelques années, est en train de décliner aux États-Unis. Alors, ça ne veut pas dire, évidemment, que les minorités doivent être oubliées, mais une partie des Américains avait poussé le curseur tellement loin qu'en fait, c'était en train de fracturer totalement le pays. Et précisément, je pense, alors je ne sais pas si elle le fait par conviction ou par calcul politique, mais si les démocrates continuaient à surfer sur la vague woke comme ils le font, je pense qu'ils ne seraient plus jamais élus aux États-Unis. Donc en fait, elle prend ses distances aussi avec ça, modérément, mais vous verrez ces dernières déclarations, je ne parle pas du débat, mais je parle avant. Elle prend ses distances parce qu'elle se rend compte, ils se rendent compte en fait qu'elle est en train de parler aux élites, elle, si elle défendait cette position-là, et qu'elle est en train de perdre tout le pays profond. Et encore une fois, en termes de population et d'électeurs, donc de grands électeurs, le pays profond est beaucoup plus nombreux que la côte Est ou la côte Ouest qu'on pourrait assimiler, nous, à nos départements, ou à nos arrondissements bobos parisiens, vous voyez. Plus densément peuplés et moins au contact de réalité économique, comme on pourrait dire. Justement, sur ce débat, quel a été, est-ce que vous l'avez suivi, et est-ce que vous êtes du même avis que les médias français au matin de ce débat, qui considèrent qu'il y a quand même un avantage encore pour Kamala Harris? Oui, alors j'ai vu, suite au débat que j'ai regardé en partie, j'ai vu la une du Monde.fr, c'était Kamala Harris offensive, remporte le débat. Bon, très bien. Bon, vous pensiez que le Monde allait dire Trump a été exceptionnel et... Non. Bon, en fait, ce qu'on peut dire quand même, quand je vois la une du site du Monde comme ça, c'est que Le Monde était ou est un journal de référence. Mais ce que les lecteurs du Monde ne savent pas, enfin ceux qui continuent à lire Le Monde, c'est qu'en fait, il y a un biais idéologique puissant. Il y a un biais idéologique puissant. Alors, c'est leur interprétation. Mais moi, ce qui va m'intéresser beaucoup plus dans la foulée du débat du 10 septembre, c'est de regarder ce qu'en pensent les Américains qui ont regardé le débat et qui vont être sondés par la suite. C'est ça qui m'intéresse. C'est pas l'avis du Monde ou l'avis d'intellectuels de gauche français qui, de toute façon, quoi qu'il arrive, daubait sur les Bush, daubait sur Reagan en le prenant pour un acteur de série B, ce qu'il était, mais il était un grand président américain. Bon, comment est-ce que vous voulez qu'une presse idéologisée à gauche en France puisse dire Trump n'a pas été si mauvais? C'est impensable. Une sorte de mépris aussi pour ses électeurs, quand même. Oui, il y a une sorte de... Mais vous savez, souvent les intellectuels de gauche qui vivent sur une autre planète se pincent un peu le nez, vous voyez. Ils regardent l'Américain moyen comme un type décérébré, acculturé, qui ne comprendrait rien à rien. Vous savez, c'est la vieille tradition de la gauche en France et ailleurs. Le peuple, il faut lui expliquer ce qu'il faut penser. Il faut conscientiser les masses. C'est des vieux items trotskistes ou maoïstes, en fait. Il faut conscientiser les masses parce que le peuple, la masse, n'est pas capable, par elle-même, de se faire une opinion vraie.
des solutions qui intéressent ses problèmes. Donc il faut l'aider à penser, vous voyez. Eh ben on est dans cette tradition-là. Donc, Trump, moi je pense que le débat était assez équilibré, vous voyez, en toute objectivité. Kamala Harris m'a un peu surpris, j'allais dire, positivement par sa combativité. Trump n'est pas tombé dans le piège de l'excès absolu. Bon, il y avait eu aussi des considérations techniques très importantes qui avaient été prises pour ce débat. Chaque micro était fermé, vous savez, pour éviter de couper la parole à l'autre, voire de l'insulter ou de l'invectiver. Donc finalement, ça a donné, moi j'ai trouvé une bonne tenue à ce débat. Trump, on s'attendait à ce qu'il fasse du Trump peut-être encore plus caricatural, pas du tout, il a plutôt été posé. Bon, allez, match nul, mais vous savez, même si évidemment les médias et les chaînes américaines ont intérêt à dire que c'était un débat déterminant, il va se passer plein de choses encore d'ici le mois de novembre. Il va y avoir des déclarations, il va y avoir des ralliements. Celui de Robert Junior Kennedy pour Trump, c'est quand même un caillou dans le soulier des démocrates. Alors je sais qu'une partie des proches de Kamala Harris essaient de faire croire que ce type, c'est un fou furieux, que la famille n'en voulait pas et que ça tombe bien qu'il se barre avec Trump. Mais c'est plus compliqué que ça. Bon. Dick Cheney soutient Kamala Harris. Bon, Dick Cheney, vous voyez, alors on dit Trump, il représente l'Amérique du passé et Kamala Harris serait une sorte d'icône moderne. Mais quand vous êtes soutenu par Dick Cheney, j'ai rien contre ce brave homme. Enfin, si vous voulez, Dick Cheney, il n'a pas brillé non plus par... bon. Donc en fait, tout ça va être serré. La plupart des médias occidentaux, par biais illogique, se gourent de toute façon historiquement sur le résultat de l'élection américaine. Donc moi, je me garderais bien de faire un pronostic. Je dis simplement aux médias et aux observateurs, n'enterrez pas trop vite Trump. N'enterrez pas trop vite Trump. Voilà, personne ne pouvait imaginer qu'il serait victime d'une tentative d'assassinat. Il peut se passer encore plein de choses. C'est ça aussi une campagne électorale. Les gens qui vont rejoindre un camp ou l'autre, ils vont préciser leurs programmes économiques, leurs programmes sociaux. Et puis il y a comme une question qui m'interroge beaucoup sur le poids des médias aux États-Unis. C'est que Joe Biden, on découvre, donc là, il y a un mois, enfin avant les vacances, que ce Biden n'est plus capable de diriger les États-Unis. Mais qu'ont dit les médias qui soutenaient, et je pense au New York Times, depuis des années, Biden? Ils n'ont jamais fait une enquête pour savoir si Joe Biden était en état, depuis des années, de gouverner ce pays aux États-Unis. Mais pourquoi ? Eux qui sont tellement forts en investigation, en transparence, en information. Ils ne se sont jamais posé la question, quand ils allaient au briefing à la Maison-Blanche, de l'état réel, psychologique, mental, physique de Joe Biden. C'est quand même tout à fait étonnant. Bon. Donc les leçons que parfois donne ce type de presse à d'autres médias, j'ai envie de leur dire, vous les gardez pour vous, ou alors vous faites suffisamment votre boulot pour être irréprochable. Mais un jour peut-être qu'il faudra faire une enquête sur pourquoi les grands médias américains, entre guillemets progressistes, ne sont jamais penchés sur l'état qu'ils voyaient, j'allais dire presque au quotidien. Quand vous suivez la Maison-Blanche, bah, vous êtes au contact du président des États-Unis, forcément. Et de ses vous êtes conseillers, accrédité. bien sûr, et de tout Et l'environnement. personne n'a jamais posé une question. Il a fallu juste que Biden soit débranché par son camp qui allait perdre à plat de couture face à Trump. Et dans les dernières limites. Et voilà, et avant la convention de Philadelphie, pour qu'on s'aperçoive que Biden n'était peut-être plus en capacité de gouverner ou de se représenter. Mais c'est un cas journalistique intéressant. Tout à fait. Et vous me faites la transition justement pour parler un petit peu aussi du paysage médiatique français, puisque vous êtes aussi un homme des médias, ancien directeur général de LCI. Par expérience, on sait que les États-Unis ont de l'avance sur nous et que ce qui se passe aux États-Unis arrive aussi en France. Est-ce qu'au niveau des médias français, on est aussi dans cette situation d'ultra-idéologie et quelque part d'aveuglement aussi au niveau des médias et aussi de contrôle de l'information, parce qu'il y a quelques milliardaires, 9 milliardaires qui détiennent tous les médias en France, ou en tout cas les médias qui sont le plus suivis. Quel est votre point de vue? Les médias mainstream. Voilà, exactement. Je pense qu'il y a un retour de balancier. Alors je ne sais pas si les États-Unis avaient de l'avance, du retard. Bon. Ce qui est sûr, c'est que, et ça, on pourra tous être d'accord là-dessus, je mets de côté les fake news. Hein. Moi, je suis un anti-fake news. Moi, je veux analyser des faits qui sont vérifiés, mais proposer une analyse
qui n'est pas celle du bien de jouvence, de la bien-pensance classique qu'on nous a servi. Correct. Mais oui, qu'on nous a servi pendant des années. On peut avoir des opinions différentes à partir d'un fait précis. Bon. Or, il me semble que dans les médias mainstream, notamment du service public, pendant des années et des années et des années, en fait, l'analyse n'était faite par des gens qui ne pensaient que la même chose. Donc, vous preniez un fait, vous preniez des gens différents, mais comme ils venaient souvent de même type de formation, où ils étaient embauchés précisément parce qu'ils pensaient la même chose, alors vous n'aviez qu'une analyse possible. Et donc celle qu'on servait aux gens, qui écoutaient des radios, qui regardaient des télévisions, ben, c'était toujours la même. Bon. Mais je pense qu'il faut faire un parallèle entre la radicalisation de la vie politique en France et la radicalisation des médias. Moi, si vous voulez, je ne crois pas un seul instant que les médias, aussi puissants soient-ils, aient une influence déterminante sur le choix des électeurs. Je vais vous donner un exemple tout bête, qui vous parlera peut-être, bien que vous soyez un peu plus jeune que moi. À une époque, une grande chaîne privée de télévision soutenait plutôt Balladur face à Chirac, à la présidentielle. Et c'est Chirac qui a gagné. Bon. Donc, si vous voulez, en revanche, je pense que, par exemple, le virage éditorial de CNews, auquel je participe, en fait, répond à un besoin intellectuel et un besoin d'analyse, qui n'était pas comblé dans le paysage audiovisuel tel qu'il était proposé aux Français. Sinon, CNews ne connaîtrait pas le succès que la chaîne connaît aujourd'hui, puisque c'est la première chaîne info. Donc, est-ce que c'est un retard, une avance sur les États-Unis ? Je pense que les gens avaient besoin, avaient soif d'un autre type d'analyse, parce que on parlait tout à l'heure du mépris que certains peuvent avoir pour les électeurs de Trump. De la même manière, le mépris qu'ont certains analystes pour les électeurs du Rassemblement national, en fait, ils ne se rendent pas compte que c'est eux qui offrent le principal carburant pour ce type de vote. Comme quand vous êtes dans un déni de sécurité dans certaines villes, je pense à Grenoble, ils ne se rendent pas compte que les gens qui vivent au quotidien cette insécurité, ça les renforce dans leur choix de voter pour un parti de la droite nationale. Ça ne les évacue pas de ce vote. Au contraire, ça les conforte. Parce qu'ils ont l'impression sur le terrain, ces gens qui au quotidien vivent cette insécurité, et c'est parfois des gens qui habitent dans des cités, qui ne peuvent même pas se déplacer parce qu'ils n'ont pas les moyens. Ce sont les premières victimes. En fait, ça donne du carburant à leur vote et à leur choix, parce que ces gens qui vivent au quotidien et qui souffrent au quotidien, du deal ou autre chose, ils ont l'impression de ne pas être entendus et pas compris. Donc le mépris, en fait, parfois, avec lequel la gauche a traité ces sujets-là, c'est en fait le principal carburant du vote Rassemblement national. Donc la gauche a fait des erreurs historiques, et aujourd'hui, je pense qu'une partie des électeurs, des consommateurs d'infos, en fait, sont au rendez-vous parce qu'ils avaient l'impression de ne pas être compris par les médias mainstream, notamment du service public. Voilà. Enfin, en tout cas, c'est mon analyse. Est-ce que vous pensez que aussi une classe supérieure, on pourrait dire économique, aussi de dirigeants, d'industriels qui peuvent avoir aussi l'ambition de dessiner un peu l'opinion publique, on va dire, d'orienter d'une certaine manière l'information, voire de maîtriser ou contrôler l'information. Est-ce qu'il y aurait un intérêt à ça ? Alors, d'abord, je vous ferai remarquer une chose, c'est que en France, on a... ça questionne l'indépendance des médias. Bien sûr, on a des médias qui sont en difficulté financière globalement. Globalement. Bon. À part le service public, qui bénéficiait d'une redevance publique, et qui d'ailleurs, quelle que soit la couleur du contribuable politique qui contribuait à ce média public, on lui servait toujours le même pudding. Bon, donc là, c'est un sujet, parce que c'est de l'argent public. Bon. Sur les médias privés, je vous ferai remarquer une chose, c'est que souvent, les capitaines d'industrie dont vous parlez, et on les a en tête, sont des gens qui assurent les fins de mois. Alors, on ne troque pas son indépendance pour des fins de mois. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire simplement que parce que les médias ont baissé en crédibilité, ils sont moins consommés, ils étaient moins regardés, ils sont moins lus. Donc vous avez des
des riches milliardaires qui rachètent des journaux, des radios, des télévisions, mais qui sont des actionnaires privés. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire deux choses. Si vous êtes un actionnaire privé, ben, c'est votre argent. Si les journalistes considèrent qu'ils ne sont pas indépendants parce que ça a été racheté par un industriel, ben, libre à eux d'aller ailleurs ou de faire autre chose. Et puis, souvent, ces médias qui sont rachetés par des milliardaires, c'est plutôt des médias généralistes, mais personne, jamais, ne vous oblige d'acheter tel journal, de regarder telle télévision. Personne ne vous oblige à le faire. Donc, ça me choque infiniment moins, moi qui étais à la fois dirigeant de médias privés et de médias publics, ça me choque infiniment moins que d'avoir de l'argent public qui est versé à des médias publics et qui ne vous servent que le même type de pudding. Et je vais vous dire, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais puisque vous rappeliez mes expériences de dirigeant de médias, moi, j'ai jamais eu d'intervention de mon actionnaire privé quand je dirigeais LCI. Jamais. Jamais. En revanche, quand je dirigeais un média public, France Télévisions, j'avais une chape de plomb des syndicats internes à ce média public qui étaient très puissants et qui m'empêchaient en réalité de prendre des décisions. Vous avez été empêché dans quel cadre? Pour des évolutions de grille sur une radio publique, on m'a expliqué que si je faisais ça, alors que je pense que ça allait doper l'audience, ben, il y allait avoir une grève générale. Oui. D'accord. Donc en fait... Sur des thématiques, des sujets en particulier? Non, sur l'arrivée d'un animateur vedette. Voilà, et on m'a dit, ici c'est le service public, en fait, c'est pas une co-gestion, c'est les syndicats qui décident, en fait, ce que vous devez faire. Bon, donc si vous voulez, je vois bien l'idée que vous souleviez en disant, bon, indépendance, argent privé, indépendance éditoriale. Mais moi, j'étais beaucoup plus sur surveillance quand je dirigeais un média public que quand je dirigeais un média privé. Ça devrait faire réfléchir quand même. Bon, et personne ne m'imposait, quand je dirigeais LCI, une ligne politique, etc. Moi, j'avais créé, à l'époque, au moment de la présidentielle, un débat d'éditorialistes où j'avais convaincu, au moment du face-à-face Sarkozy-Hollande, j'avais convaincu Jean-Pierre Raffarin et Lionel Jospin, qui pourtant avait dit qu'il ne ferait plus jamais de politique, d'être éditorialistes sur LCI pour commenter tous les jours à tour de rôle la campagne de l'un et de l'autre. Ça s'appelait Parole de premier, et à l'époque c'était Michel Field qui s'occupait de cette tranche et qui avait animé, et chacun faisait 3 minutes où il commentait jour après jour, du lundi au vendredi, et un ancien Premier ministre, ça ne demande pas de pige, commentait l'actualité politique pour son champion. Moi, on ne m'a pas dit non, pas du tout. Quand vous voyez par exemple LCI, l'évolution d'LCI aujourd'hui, comment vous qu'est-ce que ça vous fait? Je pense principalement à des plateaux sur le sujet de la guerre en Ukraine. On pense évidemment, on a la position ou l'analyse qu'on souhaite et la plus pragmatique. Mais quand on voit des plateaux qui sont uniquement orientés dans une direction, et pour le coup, le conflit en Ukraine en est un bon exemple. Comment on analyse ça de votre point de vue? Bon, d'abord, si vous voulez... point de vue journalistique. Les chaînes info, globalement, ce sont des micro-marchés. Il ne faut jamais l'oublier. Quand vous faites 3% au quotidien sur une chaîne info, c'est quasiment un record quotidien, 3 et des poussières, mais versus TF1 qui fait 20 ou 22% de part de marché tous les jours. Donc c'est un micro-marché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous restez dans le sillon de ce que font vos concurrents, alors vous ne donnez pas une nouvelle offre éditoriale, et donc de toute façon, vous ne pourrez pas faire de meilleures audiences. Donc en réalité, si vous regardez le paysage éditorial des chaînes d'info, il s'est extrêmement fragmenté. CNews est devenue une chaîne d'opinion, où toutes les opinions s'expriment. Alors on me dit que c'est une chaîne plus à droite. C'est aussi plus orienté sur certaines questions plus à droite. Oui, ok. Bon.
alors je ne sais pas si le parallèle que vous faites, mais en tout cas, CNews est devenu une chaîne de débat d'opinion, ça vous va. BFM continue, pour l'instant, même s'ils ont été un peu plus en soutien de Macron, me semble-t-il, ils continuent à être une chaîne, ce qu'on appelle de hard news. On a vu la proximité entre d'anciens journalistes de Oui, BFM et sûr. Emmanuel Macron. Bien sûr, bien sûr. Donc, BFM reste une chaîne de hard news, c'est-à-dire il se passe quelque chose de grave, d'heureux, il pleut, il neige, vous êtes en direct et vous pouvez le voir sur BFM. Et LCI, LCI n'avait pas 36 choix en fait. Ça devait devenir en fait une chaîne internationale, c'est-à-dire qui traite de l'actualité internationale. Parce que du hard news sur LCI, c'était compliqué, BFM utilise déjà le créneau. Une chaîne d'opinion, c'est très compliqué pour LCI, quel que soit ce que pensent leurs dirigeants, c'est pas le sujet. Pourquoi ? Parce que LCI est une filiale de TF1. Et TF1 doit parler à la France entière. Donc vous ne pouvez pas vous segmenter. Très compliqué, politiquement. Bon, et je ne parle pas de France Info TV, bon, qui, elle, dans les sondages... voilà. Et ça, c'est aussi de l'argent public. Hein. C'est vous et moi qui payons. Hein. Bon. Donc, en fait, ils ont fait le choix de traiter l'actualité internationale. À mon époque, puisqu'à l'époque où je dirigeais LCI, on est sur le point de passer au gratuit, sur la TNT gratuite, mais on est encore payant. Donc moi, j'ai pas les moyens, si vous voulez, de faire du hard news. J'ai pas les moyens de faire du BFM à cette époque-là sur LCI. Donc en fait, je lance un concept. Je dis en fait, donc on faisait beaucoup de plateaux déjà, ce qui est revenu à la mode. On faisait beaucoup de talk shows. À l'époque, je dis la chose suivante, je dis en fait l'information qu'on vous donne, qu'on vous livre, que vous écoutez, que vous lisez, que vous regardez, c'est un diamant brut. Si je vous présente un diamant brut, Merwan, vous verrez, c'est une pierre tout à fait quelconque. Ce qui donne de la valeur au diamant, c'est la façon dont on le taille. Dans notre métier, on dit les angles. Donc en fait, moi qui n'avais pas le choix des armes pour lutter contre BFM, je dis LCI, c'est une chaîne qui prend l'info et qui la taille et qui l'analyse. Et c'est ça qui donne de la valeur à l'info, c'est la façon dont vous l'analysez ou dont vous taillez le diamant. C'est le métier de journaliste. Voilà, c'est le métier de journaliste. Donc en fait, chacun est dans son créneau. Maintenant, sur l'Ukraine, la Russie a envahi l'Ukraine. Le peuple ukrainien souffre. Des jeunes Russes et des jeunes Ukrainiens se font massacrer. La façon dont LCI traite de l'Ukraine, alors je ne regarde pas tout le temps, évidemment, mais il y a parfois je trouve que c'est très équilibré, je vous le dis comme je le pense, et parfois je me dis, est-ce que leurs castings sont les bons ? Est-ce qu'ils font attention à parfois ce que disent des gens sur leur plateau ? C'est la question que je me pose. Et on peut faire le parallèle, je vous parle de LCI, mais on peut faire le parallèle avec CNews sur le conflit israélo-palestinien, où aussi il y a des procès qui peuvent être faits à des intervenants en antisémitisme, alors qu'on sait pertinemment que c'est un peu exagéré quand il s'agit de certains soutiens ou d'analyses qui peuvent être faites sur ce qui se passe. Donc c'est présent, mais de chaque côté. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup d'élus, voire de militants de gauche, ne se rendent plus sur CNews. Pendant un temps, il y a eu... ouais, enfin, j'ai vu dimanche dernier Emmanuel Bompard, qui était l'invité de CNews Europe 1, ça revient progressivement. Mais, non, mais, alors... Ça participe à ce que vous disiez, de cette radicalisation des... Oui, alors moi, si vous voulez, je pense qu'on ne peut pas me faire le procès inverse. Moi, je pense que j'ai une position assez équilibrée. C'est-à-dire que je qualifie ce qui s'est passé en Israël du 7 octobre de pogrom. Je qualifie le Hamas de groupe terroriste. Maintenant, je qualifie le Hamas de preneur d'otages du peuple gazaoui. Maintenant, Netanyahou devra rendre des comptes. Ça me paraît inévitable. Netanyahou devra rendre des comptes parce que même si le Hamas s'est souvent servi du peuple gazaoui comme d'un bouclier humain, ce sont les Gazaouis qui meurent par centaines aujourd'hui. Et je ne pense pas que éradiquer le Hamas terroriste suffira à Israël, pour Israël à vivre en paix, pour une raison très simple. C'est que devant la souffrance du peuple gazaoui, tous les jours, de nouveaux jeunes militants terroristes sont en train de naître sous les fenêtres de Tsahal, parce que le peuple gazaoui est en grande souffrance. De la même manière, je ne me trompe pas d'ennemi en Ukraine, c'est la Russie qui a envahi l'Ukraine.
Mais la confiance que moi j'aurais si j'étais dirigeant en Zelensky, elle serait assez modérée. Vous voyez ? Ouais. Parce qu'en réalité, c'est pour ça que je prenais le parallèle avec Taïwan, les droits de l'homme américains et le problème des semi-conducteurs, c'est qu'en réalité, derrière tout ça, il y a aussi des intérêts de business. Oui, des enjeux économiques qui attendez, forcément... L'Ukraine sera le plus grand terrain de reconstruction depuis la Seconde Guerre mondiale. C'était aussi le grenier L'Irak de l'Europe. A été reconstruite en partie par des groupes qui étaient proches des Bush, Halliburton et autre chose. Donc, si vous voulez, il y a des peuples qui souffrent, il y a des idéologies qui s'entrechoquent et qui se font face, mais derrière, vous avez aussi des gens qui vendent des canons et qui reconstruisent. Voilà. Et moi, je perds jamais de vue tout ça. Voilà. Donc, c'est peut-être pour ça, vous me disiez tout à l'heure que j'avais une vision plutôt équilibrée, mais c'est pas que je cherche à avoir une vision équilibrée, c'est que je sais que dans ce monde de brutes, de tyrans et de faux semblants, les oies blanches sont parfois moins blanches qu'on ne le croit. Chers auditeurs d'Omerta, je vous remercie une nouvelle fois de nous avoir suivis pour cet entretien. N'oubliez pas que l'ensemble de nos contenus sont disponibles sur la chaîne, la chaîne YouTube en partie, oui, mais sur le site internet www.omertamedia.fr. Je vous rappelle également, la sortie de notre prochain numéro. Avec une belle couverture. Avec une couverture exceptionnelle. Et je vous dis à très bientôt.